suffisance pendant environ près de 2 ans, on vient dire, on va requalifier, on va donc reprendre des débats. Oui, ce sera d'autorité, ce sera d'office. Si c'était le cas, on devrait en parler parce qu'on n'a rien trouvé. On ne pourra rien trouver contre lui. On ne pourra rien trouver contre lui. Alors, voilà, Monsieur le Président, les déclarations du président Dadi qui sont portées dans ce réquisitoire qualifié, dans ce document que l'on qualifie de réquisition, par le parquet. Et le parquet vous demande de vous fonder sur ces propos que j'ai lus publiquement ici. C'est important, on va en parler publiquement. Parce que le procès, il est justement public. Et la publicité a juste pour but essentiel qu'il y ait des assistants en dehors des acteurs que sont les avocats des parties civiles, le parquet, les avocats de la défense et ce tribunal et ce greffe. Cette publicité permet à ceux-là qui ne sont pas dans cette salle, puisque le procès est médiatisé, d'écouter tout ce que nous disons, de comprendre, parce qu'ils n'auront pas le temps de lire ce qui est mis dans ces documents pour aussi devenir nos juges à nous tous, les juges des avocats, les juges des procureurs, les juges des avocats des parties civiles et les juges de ce tribunal. Voilà pourquoi nous le disons, voilà pourquoi ce document nous donne l'occasion d'indiquer que le parquet veut à tout prix aller dans le sens de la condamnation, alors qu'il se doit de requérir à charge et à décharge. Mais je termine, Monsieur le Président, sur le fondement naturellement des déclarations. Je ne vais pas parler des autres accusés, parce que leurs avocats en ont suffi, parleront d'eux et en ont déjà fait largement pour ceux qui sont passés. Mais, voyez-vous, Monsieur le Président, on veut que vous requalifiez ces faits en vous demandant de vous baser même sur la déclaration des morts. Le parquet vous dit requalifie ces faits en crime contre l'humanité. Mais nous vous disons ça parce que nous nous appuyons sur une déclaration qui a été faite par le général Toto. Mais le général Toto est décédé. Mais comment voulez-vous que nous parlions du général Toto alors qu'on ne peut pas provoquer de contradiction entre lui et ceux-là qui sont accusés, entre lui et des éléments des parties civiles? Pour moi. Voilà ce que le parquet dit à propos du général Toto. Ce n'est pas grave. On vous demande donc, sur la base des déclarations de quelqu'un qui est mort, de le faire. Pourtant, ces déclarations n'ont jamais été faites ici à l'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parquet retourne et fouille le procès verbal d'interrogatoire du général Toto. Or, le général Toto, paix à son âme, n'est pas aujourd'hui ici pour pouvoir se défendre des faits qu'on articule contre lui. Et de toutes les façons, il a toujours indiqué qu'il ne reconnaissait pas du tout les faits qui lui sont reprochés. Voici ce que le parquet vous présente, ce que le général dit. Mamadou Toto, lors de son interrogatoire du 2 mars 2015, devant le pôle des juges, on n'est même plus ici, hein. On est retourné devant le cabinet d'instruction. Donc on est au niveau de la phase de l'instruction, de la phase de l'information. Il a dit ceci, à 14 heures, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire
avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi je ne voulais pas que ce meeting soit organisé. À 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour encore rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du feu président Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a dit mot. C'est ce que j'ai fait. Ces déclarations sont les déclarations de mort. Paix à son âme. Le président Dadis a refusé catégoriquement, ici à l'audience, de parler de lui. Pour la simple raison qu'il ne vivait plus. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas vérifier. Parce que la véritable vérification ne pourrait provenir que du général Toto lui-même. Il ne l'a pas fait. Pas qu'il n'avait pas de choses à dire par rapport à ça, il en avait beaucoup. Mais parce que tout simplement, il a à cœur ce qu'on appelle le respect du principe du contradictoire. Il a à cœur ce qu'on appelle le respect des droits de la défense. Mais le parquet vous demande, ça montre à suffisance que le parquet est non seulement à court d'arguments, mais il n'a absolument rien contre le président Dadis dans cette affaire-là. En tout cas, il n'aura rien. Absolument rien jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas ce qu'il pose dans un papier qu'il qualifie de réquisition qui vous fera plier, Monsieur le Président, parce que ça ne tient pas. Alors, sur l'autre déclaration des témoins, on parle de ce que tel témoin a dit en se focalisant sur, encore une fois, les PV d'audition. Je ne vais pas revenir là-dessus, Monsieur le Président. Mais si j'ai commencé par faire des observations, notamment en indiquant que nul ne pouvait plaider par procureur et que même procureur, on ne peut pas plaider par procureur, j'ai juste voulu faire comprendre que le parquet a eu une position depuis le début. Ça a été largement démontré. Et que c'est uniquement parce qu'il a compris qu'il n'a pas d'éléments. C'est uniquement parce qu'il a compris qu'il a été suffisamment aidé par la partie civile. Sans la partie civile, si la défense avait été unie, Monsieur le Président, dans cette affaire, ce parquet n'aurait pas existé sur le plan du droit, je peux vous assurer. Parce que ce parquet a péché par des erreurs. Et l'une des erreurs, c'est bien encore ce document qu'il qualifie de réquisition aux fins de requalification, encore une fois qu'il n'en est pas une sur le plan de la forme. Si le parquet voulait ou tenait tant à cette requalification, si le parquet était convaincu, je parle de convaincu au sens de conviction, ce document ne nous aurait jamais été servi. Voilà, Monsieur le Président, en quoi nous indiquons que le parquet n'a jamais présenté de faits dans cette affaire-là, ici, alors que ce sont des faits qu'il aurait dû présenter et demander leur requalification. Mais au-delà de cette déclaration, tant des accusés
que des parties civiles, Monsieur le Président. Le parquet se fonde sur ce qu'il appelle les pièces du dossier. Alors, Monsieur le Président, les pièces du dossier. Quelles pièces le parquet vise pour vous pousser ou amener le tribunal à la requalification? Essentiellement deux. Le premier, le rapport de la commission d'enquête. Le parquet lui-même indique que le président Dadis a été inculpé sur le fondement de l'article 28 du statut de Rome. Et sur la base de quoi on a pensé que l'application pouvait être faite des règles du statut de Rome. Mais c'est bien sur la base de ce rapport de la commission d'enquête internationale. Mais ce rapport est à la base de tout depuis 10 ans. Mais ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Ce rapport, nous parlerons de ce rapport. Je peux vous garantir que des professeurs l'ont étudié pendant un mois et nous vous présenterons des résumés pendant nos plaidoiries pour le démonter. Nous l'avons déjà et nous sommes prêts pour cela. Mais nous ne le présenterons pas ici. Nous disons tout simplement que si ce rapport était un élément déterminant pouvant permettre la requalification de ces faits en crime contre l'humanité, pouvant permettre d'engager la responsabilité du président Dadis en tant que chef militaire, en tant que supérieur hiérarchique, je peux vous assurer que ça aurait été fait et que le réquisitoire afin d'informer, d'en mettre, Lansana Sylla a brillamment parlé ici, et que l'ordonnance de renvoi qui vous a saisi une REM et une personne naïve, cette ordonnance intitulée ordonnance de requalification, que cette procédure qui a fait l'objet d'exercice de plusieurs voies de recours jusqu'à la Cour suprême, si, Monsieur le Président, honorable assesseur, cet élément-là était déterminant, on ne serait pas là. Le parquet n'aurait jamais demandé une requalification à ce stade de la procédure parce qu'on aurait poursuivi ces personnes sous le chef de ces infractions. Mais qui poursuit, Monsieur le Président, dans un procès pénal? Mais c'est le ministère public, c'est le procureur. Vous voyez, on est même tolérant, parce que même là où ils sont, tout viole la loi, parce que la loi dit que le ministère public est représenté par le procureur de la République ou ses substituts, mais on ne dit pas « et ». Mais pourtant, il y a le procureur et ses substituts, mais nous avons accepté, parce que nous voulons que les débats qu'on soit au même niveau des débats. Mais quand on nous sert, Monsieur le Président, honorable, assesseur, quand on nous sert un tel document, on est en train quelque part de porter atteinte. On a déjà porté suffisamment atteinte à l'honneur, à la liberté du président Dadis. Mais il ne faut pas qu'on sorte des bouts de papier pour encore aller loin. Et l'un de ces bouts de papier qu'on a attendu des années, c'est bien ce rapport. Pourquoi ce rapport qui existait depuis le début de ce procès-là? Pourquoi le parquet ne s'est-il pas fondé sur cela pour vous demander la requalification? Mais on aurait peut-être fini avec ce procès-là. Parce que même dans le cadre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ça ne tient pas. Je vais vous dire la raison tout à l'heure. Ça ne peut pas tenir. Donc nous ne défendons pas parce que nous avons peur d'y arriver. Nous le défendons parce que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité et nous devons assumer ce rôle, nous devons assumer cette responsabilité en tant qu'avocat de la défense. Nous sommes aussi une partie essentielle à cette procédure puisque le parquet est fier de dire je suis la partie principale. Je ne suis même pas d'accord, c'est de l'ancien droit. Quand on est ici
devant ce tribunal-là, c'est l'égalité des armes. C'est l'égalité des armes. Parce que si cette défense décide de quitter cette salle d'audience, vous ne tiendrez plus de procès. Ce procès ne se tiendra pas. Ça explique justement que l'égalité des armes doit prévaloir ici. Partie principale, c'est de l'ancien droit. C'est carrément de l'ancien droit. Et à une audience criminelle, quand on a confiance en ces arguments, on ne tient même pas ce langage-là. On ne dit pas que nous sommes partie principale. On dit juste que nous sommes partis et nous allons convaincre le tribunal pour que ce tribunal prenne en compte ce que nous lui adressons. Mais le parquet sait qu'il n'est pas de taille. En tout cas, pas devant la défense du président Dadis. Et nous pesons nos mots. Et nous reviendrons quand il reviendra pour nous répondre. Nous le pesons. Nous pesons nos mots, Monsieur le Président. Parce que cette ordonnance, plutôt, ce document qu'on qualifie de requalification, retarde notre procédure et continue d'aggraver la situation de notre client. Le deuxième élément, la deuxième pièce, je ne pouvais pas penser que dans un procès de telle nature, ce document aurait été déjà produit à la procédure, à plus forte raison, étayer des argumentations pour qualifier des faits. C'est bien le courrier 042 bar MDN bar HCGN DJM bar CE bar CEFO G bar 22 du 22 novembre 2022 de Monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kaleya. Je voudrais d'emblée, Monsieur le Président, vous dire que le 22 novembre 2022, il n'y avait aucun directeur au centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kaleya. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Un directeur a été nommé, Monsieur le Président, par une décision, par la décision numéro 105, bar MDN, bar HC, GN, bar DJM, SG, bar 2023, portant nomination de certains officiers de la gendarmerie, par l'actuel haut commandant, de la gendarmerie, le général, à l'époque il était général de brigade, il me permet de le dire, il est maintenant général de division, le général de brigade Bala Samoura. C'est cette décision-là qui avait nommé un directeur des forces, un directeur du centre d'entraînement au niveau de Kaleya. Ma connexion me lâche. Alors, et mieux, ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est que ce courrier a été consécutif à un autre courrier que le procureur de la République avait adressé. Mais la réponse est très claire. En réponse à votre courrier visé en référence relatif à la communication du registre
du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kalia en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens expatriés ayant assuré la formation durant la même période. J'ai respectueusement l'honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Mais le parquet a écrit au centre pour demander qu'on lui envoie un ou des registres. En réponse, on lui dit qu'il n'y a pas de registre. Mais on se permet de dire au vu des renseignements reçus. Je continue. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre, allié par le général Sekouba, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Fouricalière à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif. Alors, ce que le parquet voulait, le parquet ne l'a pas obtenu. Et c'est la réponse au courrier qui le dit. Mais celui qui a pris le courrier, qui est le colonel Adibou, qui voulait la place du colonel Bienvenu, devrait quand même inventer une liste et que lui-même il dit qu'il n'y a pas de registre, qu'il n'y a pas d'archives. Mais Monsieur le Président, on vous demande de vous fonder sur tel document pour requalifier des faits contre ceux-là qui ont servi la Guinée à un moment donné de crimes contre l'humanité. Et mieux, nous avons connu, vous savez, ce courrier, à ce moment, le parquet avait envoyé beaucoup de courriers. Un courrier à la Banque centrale. Le courrier, c'était pour relier le président Dadis au colonel Bienvenu, qu'on retient injustement en prison. Le second, c'était adressé à la Banque centrale, c'était pour relier le président Dadis à Gono Sangaré, en sa qualité d'intendant à l'époque. Mais tous ces documents viennent laver le président Dadis et nous en parlerons le moment venu. Par ailleurs, le général Baldé, qui était le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire pendant 10 ans, est passé ici, Monsieur le Président. Nous lui avons posé des questions, nous lui avons présenté des actes. Un premier acte indiquait qu'il avait nommé le colonel Bienvenu pour une formation. Il est même sorti major avec des félicitations. Un autre courrier a indiqué qu'il n'a jamais été directeur là-bas, mais qu'il a été instructeur, et ça c'était en quelle année? En 2015, au temps du président Alpha Condé. Ce document lui a été présenté publiquement ici et tout le monde l'a vu. Mais pourquoi le parquet veut, vaille que vaille, trouver des bouts sur le crâne rasé du président Dadis? Est-ce que le parquet n'a pas confiance à la première autorité du haut commandement à l'époque? Ça a été dit publiquement ici. Parce qu'un témoin, si le parquet estime qu'il n'a pas dit la vérité, mais il y a des moyens parce que le témoin a 3 obligations. Il doit comparaître. Il doit déposer, il doit être sincère. La sincérité signifie qu'il doit dire la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prête serment. Avant qu'on ne vienne pas mélanger tout, Monsieur le Président. Alors, voyez-vous, donc, aussi bien les déclarations faites par certaines parties au procès, qui ont été de manière tronqueuse prises par un parquet à court d'arguments, qui n'a rien à démontrer, alors que c'est son rôle de démontrer que les faits pour lesquels les personnes sont poursuivies sont fondés. Ces déclarations ne tiennent pas. Ces documents-là ne tiennent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va avec une panoplie de dispositions légales. Une panoplie de dispositions légales
et on veut faire comprendre que en citant toutes ces infractions, ça va marcher. Mais vous savez, le crime n'est jamais parfait, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers. Pourquoi le crime n'est jamais parfait? Quand vous lisez les dispositions, vous allez trouver des répétitions. Des répétitions, parce que quand on cite, les dispositions relatives à tout ce qui est lié à crime contre l'humanité, on cite l'article 194, les articles 194, 195, 196, 197, 198 et 199 du Code pénal. Plus loin, on va citer l'article 7 du statut de Rome relatif aux crimes contre l'humanité. On recopie encore la même chose. Cette répétition a un sens, Monsieur le Président. Cette répétition signifie tout simplement que ces dispositions-là ont été déjà intégrées dans le code pénal de notre pays. À partir du moment où elles sont intégrées, où on parle de ce code, où on parle du statut de Rome, mais on ne peut pas parler des deux. Où on vous demande, et vous êtes une juridiction nationale, vous ne pouvez appliquer que les dispositions du code pénal. Et ces dispositions qu'on cite sont prévues par les articles dont j'ai fait état tout à l'heure. Mais, Monsieur le Président, il y a un élément très important, ou peut-être que je vais aller plus loin que les autres. En ce qui concerne l'applicabilité du statut de Rome dans notre pays, je vais aller plus loin. Que les autres, Monsieur le Président, en vous indiquant ceci. Est-ce que, en l'état actuel de notre droit, d'abord, est-ce qu'avant 2016, c'est-à-dire avant l'adoption du Code pénal de la République de Guinée de 2016, avant l'adoption du Code pénal de la République de Guinée, du Code de procédure pénale de la République de 2016, est-ce que ce statut de Rome pouvait s'appliquer dans notre pays? Non, Monsieur le Président. Voilà d'ailleurs pourquoi, pour qu'on puisse appliquer les règles concernant, ou les incriminations concernant le crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire, on l'a intégré. Sans cette intégration, ça n'aurait pas été possible. Mais quand vous lisez le Code pénal de la République de Guinée de 2016 et le Code de procédure pénale, la formule finale, nous connaissons. Ça entre en vigueur à compter du jour où il a été pris. Alors, toute la question, est-ce que, parce que la Guinée a ratifié cette convention, cela suffit pour que cette convention soit appliquée?
Je voudrais juste revenir sur la disposition invoquée par les parties civiles dans les conclusions aux fins de requalification déposées le 29 mars 2023. La page 2. Voici ce qui est indiqué. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. L'article 74 contenu. Les traités et accords précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Il faut distinguer entre les engagements internationaux de l'État guinéen vis-à-vis de ses partenaires, dont la Cour pénale internationale, bien sûr, et ses responsabilités et la mise en œuvre de ces responsabilités à l'interne. Alors, vous allez voir, Monsieur le Président, que la partie civile a produit un journal officiel. C'est là où je vais aller plus loin que les autres confrères. Un journal officiel. Vous allez voir sur la première page, loi L 25 AN du 20 décembre 2002 ratifiant et promulguant le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 20 septembre 2000. Sur la page 3, vous pouvez lire, la partie civile a communiqué ce document. La même chose, loi L, barre 25, AN, du 20 décembre 2022, ratifiant et promulguant le statut de la Cour pénale internationale, signé par le gouvernement de la République de Guinée le 2 septembre 2002. L'Assemblée nationale, vu la disposition de la loi fondamentale, notamment ses articles 59 et 77, après en avoir délibéré, et c'est ce que je veux que vous compreniez, article 1, est ratifié et promulgué le statut de la Cour pénale internationale, signé par le gouvernement de la République de Guinée le 20 septembre 2000. Vous voyez, tantôt c'est le 2 septembre, le 20 septembre 2000. L'article 2, la présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État. La présente loi sera enregistrée et publiée. Monsieur le Président, je vous fais la lecture de l'article 1er du Code civil, mais également de l'article 3 du Code civil. L'article 1er du Code civil dispose que les lois, au lendemain de leur publication au journal officiel de la République, ou à la date qu'elles fixent, sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national, en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République. L'article 3 du même code contenu, le Code civil toujours, la publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au journal officiel. Elle se fait au moyen d'une insertion. La loi ratifiée, Monsieur le Président, engage l'État vis-à-vis de ses partenaires à l'international. Au niveau interne, cette loi doit être promulguée. La promulgation, qui consiste pour le président par un décret de promulgation, à porter la loi à la connaissance du public. Mais cette promulgation ne rend pas exécutoire la loi. Pour qu'elle soit exécutée,
il faut qu'elle soit publiée. Et la publication est l'acte par lequel la loi est rendue obligatoire et exécutoire. Mais attention, cette publication se fait par quel moyen? La même loi qu'ils ont produite dit par le moyen de l'insertion, qu'on trouve un document où le statut de Rome a été inséré à travers une publication, comme ça se fait, comme la loi le dit. Dès lors, Monsieur le Président, est-ce que ces statuts-là peuvent même être exécutés en l'état? Non. Non, Monsieur le Président, et la réponse, elle est négative. C'est justement pour contourner cela qu'on a décidé d'intégrer la loi, les dispositions relatives aux crimes contre l'humanité dans l'arsenal répressif guinéen. Et c'est justement, Monsieur le Président, parce que la Cour pénale ou le bureau du procureur savait ses failles, mais que dès le début de ce procès-là, il a pris soin d'approcher le gouvernement guinéen pour signer un mémorandum qui a créé forcément des obligations. Et, Monsieur le Président, ce qui est intéressant, c'est que les parties civiles, dans leurs conclusions, en font cas. Ils en font même un motif. Le quatrième motif, attendu que dans le cadre de cet examen préliminaire du bureau, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a effectué environ 20 missions. Est-ce qu'on a produit à la barre de votre tribunal ici, puisque le mémorandum dont je parle, le point 6 et le point 12 permettent une véritable coopération entre la République de Guinée, qui a signé ce mémorandum en étant représenté par le président du CNRD, qui est actuellement l'autorité habilitée, et le bureau du procureur en la personne du confrère Karim Khan. Est-ce qu'on vous a produit cet examen, les éléments de cet examen préliminaire? J'ai entendu ici dans cette salle un haut commis partie civile dire que cette affaire était déjà inscrite au rôle de la Cour pénale. J'ai compris qu'il ne s'est même pas distingué entre le bureau du procureur, qui n'est pas la Cour, et la Cour elle-même. J'ai compris. Parce qu'il ne le sait pas, malheureusement. Je sais qu'il m'entend. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas aujourd'hui vous demander l'application de ces dispositions en se basant sur les règles qui se trouvent dans le statut de Rome. Je vais finir par une partie, et les autres en ont déjà parlé, Monsieur le Président. Je vous en supplie beaucoup, on va y revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est le b.a.-ba du droit, Monsieur le Président. Le b.a.-ba, ça veut dire les connaissances élémentaires du droit. Alors, l'application de la loi dans le temps, l'application de la loi dans l'espace. On va laisser l'application de la loi dans l'espace, puisque chacun sait, nous sommes des professionnels ici, c'est le temple de Thémis. Ce que c'est que l'application de la loi dans l'espace, le caractère territorial de la loi. Mais on va parler de l'application de la loi dans le temps. Nous connaissons tous le principe. Nous connaissons tous le principe. La loi pénale s'applique aux faits commis après son entrée en vigueur et jusqu'à son abrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles pénales
ne disposent que pour l'avenir. Les règles pénales ne disposent que pour la postérité. Les règles pénales n'ont point d'effet rétroactif. La loi en a donné uniquement 3 limites qui concernent quoi? Premièrement, les lois interprétatives. La loi, elle est interprétative et on n'est pas dans ce cas lorsqu'elle vient préciser le sens et clarifier une autre loi. Les lois déclarées expressément rétroactives par le législateur. Deuxième catégorie, on n'y est pas. Et la dernière mythe, les lois qui sont plus douces, les lois qui sont moins sévères, les lois pénales plus douces, moins sévères. Alors, lorsqu'on vous parle de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président, on vous dit déjà que ce sont des incriminations qui sont imprescriptibles. Ça fait grave, ça fait gravissime. Alors que les incriminations que nous avons et pour lesquelles ces personnes-là sont poursuivies et qui sont assis dans ce box des accusés, ces lois-là, Monsieur le Président, elles ne sont pas imprescriptibles. Entre loi imprescriptible, loi non ou prescriptible, qu'est-ce qui est grave? Ce sont les règles imprescriptibles. Or, on veut que vous requalifiez ces faits en crimes contre l'humanité qui sont des infractions imprescriptibles. Nous ne sommes plus dans le cadre de loi douce, mais nous sommes dans le cadre de loi sévère. Et en droit, ces lois ne peuvent pas s'appliquer. Et vous n'accepterez jamais que ces lois-là s'appliquent devant votre auguste tribunal. Mais au-delà de cela, Monsieur le Président, soyons d'accord sur une chose importante. Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit guinéen? Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit jugé par les magistrats guinéens? Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit connu par les acteurs du monde judiciaire de notre pays? C'est parce qu'on veut honorer le pays. C'est parce que on pense plus que la justice, et c'est d'ailleurs vrai, est un pouvoir régalien. C'est exactement comme battre la monnaie. C'est exactement comme avoir une armée. Ce sont des éléments régaliens de l'État sans lesquels un État n'est pas un État. Mais on veut vous amener, Monsieur le Président, à qualifier des faits. On ne vous dit pas quel type de fait, on ne vous a jamais d'ailleurs présenté cela. Et à faire application d'une règle internationale que vous n'aviez pas compétence pour appliquer et qu'on vous a d'ailleurs donné compétence en l'intégrant dans l'arsenal répressif guinéen. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sous réserve, bien sûr, d'attendre la réponse du parquet, parce que ce procès est essentiel à ce niveau. Nous sommes à un tournant de ce procès, parce que nous savons que, arrêtés là, tous nos clients doivent rentrer à la maison. Le parquet a déjà démissionné dans ce sens-là, en vous adressant ce document qu'il qualifie encore une fois de réquisition aux fins de requalification de fait. Je vous demande, Monsieur le Président, au nom et pour le compte de la défense, assurez-vous que la défense est unie cette fois, mais plus particulièrement au nom et pour le compte de la défense du président Dadis, sur la forme, le déclarer irrecevable.
ce document que le parquet est qualifié de réquisition. Ça n'est pas une. En droit, on pourra en parler. On reviendra sur les éléments s'ils le veulent, si le parquet le veut. De rejeter, au fond, la requalification qu'on vous demande. Parce que tout simplement, sur le plan de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ou du chef militaire, on ne vous a pas fait la démonstration d'un élément important. On devrait vous faire la démonstration des 3 conditions qu'il faut pour que la responsabilité du fait du supérieur hiérarchique ou du chef militaire soit engagée. Quel est le premier élément, Monsieur le Président? Le parquet n'en a jamais parlé. Il faut l'existence d'une autorité hiérarchique, qu'elle soit civile ou militaire. On vous dira que le président Dadis était le premier responsable de la Guinée dans l'administration, donc c'était le supérieur hiérarchique. Mais s'il était chef militaire, c'est de manière honorifique, pas dans l'opérationnel, parce qu'il n'appartient pas, il ne figure pas sur la hiérarchie des chefs militaires, conformément à nos lois. Je pense que c'est l'article 2. M. Vogui pourrait en parler, je ne retiens pas la disposition. La deuxième condition, Monsieur le Président, il faut l'existence d'un contrôle effectif du chef militaire sur sa troupe. Si nous partons avec le postulat du parquet selon lequel le président Dadis, qu'il a invoqué, le président Dadis a aussi clairement indiqué ici que cette armée n'était pas contrôlée. Au-delà, et cette armée existe des années avant lui, il a hérité d'une armée qui était déjà là. Tout le monde en sait. Pour ceux qui sont passés là et qui ont servi le pays, en ont témoigné. Mais ces co-accusés qui sont là, personne ne vous a dit qu'il a donné un ordre à telle ou telle personne d'aller là. À partir de là, quel contrôle effectif? Le terme effectif a un sens. Quel contrôle effectif peut-il avoir? Cet élément-là manque. Dernier élément, il faut qu'il y ait la négligence de n'avoir pas pris des précautions pour éviter la commission des faits répréhensibles, limiter leur commission et punir les auteurs. Alors, Monsieur le Président, ce que les autorités religieuses ont fait à la demande du Président, ce que les sages ont fait à la demande du Président, ce qu'il a dit en donnant des instructions au chef d'état-major de ne laisser aucun militaire sortir et de les caserner. Qu'est-ce qu'on appelle cela? Est-ce que ce ne sont pas des dispositions prises en amont, pas en aval, pour éviter ce qui est arrivé? Il n'a jamais été contre. Il a proposé que la manifestation dont on a parlé se tienne au stade de Nangor. C'est constant. Il a dit respectons cette journée. Et celui qui était à côté de lui l'a clairement expliqué ici. Il a pris le soin d'appeler ceux-là, c'est le seul chef d'État au monde qui le fait, le soin d'appeler ceux-là qui étaient à la tête de ces manifestations pour leur dire après minuit, ne le faites pas. Peut-on lui reprocher de n'avoir rien fait, Monsieur le Président? Non. Et pendant, il a accepté, et c'est une grosse erreur qui insulte même l'État guinéen, que de penser que c'est Ban Ki-moon qui peut mettre sur pied une commission en République de Guinée. Au Burundi, que je fréquente tout le temps, on n'a pas réussi. Ce n'est pas en Guinée qu'on peut. S'il y a eu une commission en Guinée, c'est parce que le président Dadis l'a voulu. Et cette décision existe et se trouve dans le dossier de la procédure. Une des parties civiles, en l'occurrence, François Losenifal, a voulu se justifier en disant non, il était obligé. Mais au moins c'est lui qui l'a fait, même s'il l'a fait sous l'emprise, mais il l'a fait. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait poser d'autres actes? Il est allé au chevet des malades dans les hôpitaux, nous avons vu ces vidéos. Il a tenu un message
On nous a fait comprendre ici qu'il n'a jamais présenté des condoléances. Chacun a lu ce qui s'est passé. On attendait ce moment-là. Est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir rien fait? Son ministre de la Santé à l'époque des Fers a expliqué combien il a apporté humainement, financièrement, moralement. Alors, et ce que je veux vous faire comme c'est que ces trois conditions-là sont cumulatives. Si nous voulons engager la responsabilité du fait d'un chef militaire ou d'un supérieur hiérarchique, il faut que ces trois éléments-là soient constitués. Nous passerons toute la nuit à le démontrer, mais on n'est pas là. On le fera au moment des plaidoiries. Alors, vous comprendrez que même, d'abord le parquet ne présente aucun fait, même sous la démonstration, le parquet est passé à côté. Donc vous ne pouvez pas retenir cela. Vous ne pouvez pas retenir cela. Monsieur le Président, moi je vous connais depuis longtemps, très longtemps. Hein? Mais je vous ai connu véritablement ici. Je sais pour la sérénité, vous n'accepterez pas. Je sais que vous n'accepterez pas au risque de compromettre la tenue de ce procès ou l'avenir de ce procès. Parce que nous, la défense, nous n'accepterons jamais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable assesseur. Les conclusions ont été déjà faites par nos prédécesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, pour la défense du colonel Moussa Thiebro Camara, elle s'en remet pour l'essentiel à ses écritures qui sont versées au dossier de la procédure et qui ont été préalablement communiquées aux autres parties, en l'occurrence le parquet et les parties civiles. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces conclusions viennent en réplique, non seulement aux conclusions en date du 29 mars 2023 de certaines parties civiles, dont M. Mamadou Boboba, et aux réquisitions écrites du ministère public du 1er mars 2024. Et dans nos conclusions, Monsieur le Président, ce qui est important, nous avons in limine litis soulevé l'irrécevabilité de ces réquisitions, l'irrécevabilité des demandes de requalification du parquet et d'une partie des parties civiles. L'irrécevabilité, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, tirée de la chose jugée. Vous avez suivi depuis le matin les différents développements liés à la procédure. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et dans nos conclusions, nous avons également insisté sur les erreurs du parquet. Je n'appellerai pas ça contre-vérité. Ce sont des erreurs. Le parquet sera tiré le mois venu les conséquences de ce qui est écrit dans les réquisitions concernant le colonel Moussa Thiebro Camara. Des déclarations attribuées au colonel qui n'ont jamais fait l'objet de débat ici et qui ne figurent dans aucun document. Mais moi, j'appelle ça erreur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Monsieur le Président, sur la chose jugée, j'étais au cœur des débats concernant la requalification de la Cour d'appel devant la deuxième chambre de contrôle à la Cour suprême, avec Maître Amidou Bari, Maître Joachim Bilimou et d'autres.
Si cette question ne s'était pas posée, je crois qu'on ne parlerait pas à ce jour de requalification, Monsieur le Président. Parce que les partis civils, certaines parties civiles, ont toujours demandé la requalification. En faisant appel de l'ordonnance de renvoi, elles ont indiqué qu'elles souhaiteraient que les tribunaux nationaux puissent requalifier les faits en crimes contre l'humanité. La Chambre de contrôle de l'instruction s'y est opposée. Et la Cour suprême a suivi la Chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry. Ce qui est ahurissant et étonnant, c'est que c'est le même parquet qui revient pour demander la requalification. Pour ceux qui étaient à l'audience et qui sont dans cette salle, ils savent, ils connaissent pertinemment les positions ou la position du parquet à l'époque. Le parquet était mordicus opposé à toute requalification. Les représentants du parquet à l'époque, M. Yaya Kairaba, avocat général à la Cour d'appel, s'était farouchement opposé. À la Cour suprême, la même chose. Ils vous ont lu l'attendu phare qui résulte de l'arrêt de la Cour suprême. Je ne vais pas revenir sur cette lecture, mais, Monsieur le Président, il en résulte sommairement qu'on ne saurait appliquer aux faits. C'est ça ce qui est dans la décision. Aux faits qui se sont déroulés en 2009, les lois numéro 059 et 60 du 26 octobre 2016 postérieures aux faits. À partir de ce moment, nous avons estimé que cette question-là avait été définitivement réglée par la Cour suprême. Cette décision, qui a les effets d'un arrêt passé en force de chose jugé, comme le réitérait ce matin Maître Almami Samori Traoré. Mais vous noterez que quelqu'un par ailleurs l'a indiqué ici, cette décision est parfaitement conforme aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal. Parce que l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal est très clair. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ces faits-là ont été commis. Ça, c'est dans la décision de la Cour suprême. Donc, je ne vois pas comment on peut remettre en cause, on veut remettre en cause cette décision. Je ne comprends pas. Mais, Monsieur le Président, honorables membres du tribunal, pour le seul bénéfice de la discussion, si par extraordinaire, vous passez outre l'irrécevabilité soulevée, et là peut-être je vais vous surprendre, positivement ou négativement selon les positions des uns et des autres, le principe est très clair. Pour ce débat-là, le principe, il est très clair. Parce que la question de la qualification est l'expression de la légalité criminelle. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, c'est la loi qui vous confère ces prérogatives. La question de qualification. Personne ne peut vous dénier ces prérogatives. Mais l'embûche, en l'espèce, la difficulté en l'espèce, c'est qu'il y a déjà un arrêt qui a été rendu sur la question. Sinon, en temps normal, il n'y a aucune difficulté.
Si je comprends la démarche du parquet, c'est ce qui d'ailleurs m'intéresse, pourquoi je suis resté jusqu'à maintenant, c'est d'amener le tribunal à statuer maintenant sur la demande de requalification, sur le fondement de l'article 405 du Code de procédure pénale. On vous amène à statuer maintenant, à dire voilà, je requalifie. Mais la question essentielle qui se pose à ce niveau et qui vous interpelle, honorable membre du tribunal, et qui est d'une importance capitale, est celle de savoir si le juge pénal a le pouvoir de requalifier les faits en cours de procès avant la clôture des débats. Cette question doit attirer votre attention. C'est l'essentiel. Parce que vous avez une décision à rendre après. Monsieur le Président, je dis que c'est inopportun. C'est inopportun. C'est de renvoyer purement et simplement le ministère public et les parties civiles à mieux se pourvoir. C'est inopportun pour deux raisons essentielles. Premièrement, par conclusion, comme je l'ai dit tantôt, du 29 mars 2023, de M. Mamadou Boboba et plusieurs autres personnes, il avait été demandé la même chose, la requalification. Il me semble, peut-être que je me trompe, à l'époque, le tribunal avait dit que c'était inopportun. Des conclusions avaient été reçues ici. Aucune réponse n'avait été apportée à ces conclusions. Et ça, il y a plus d'un an. Donc, le tribunal est saisi d'une ordonnance, c'est très clair. Mais cette demande-là avait été posée. Le tribunal a indiqué qu'on resterait dans le cadre de l'ordonnance de renvoi. Et on est resté dans ce cadre-là jusqu'à maintenant. Le parquet ne peut pas nous amener sur un autre terrain. Ce terrain-là, il est glissant, Monsieur le Président. Deuxièmement, les débats se poursuivent encore. Les débats sont ouverts. On aurait dû peut-être entamer la phase des confrontations, ce qui allait donner quelque chose, on ne sait pas, parce que c'est sur les faits. Le tribunal aurait dû ordonner une mesure, certes le transport judiciaire, toujours pour être convaincu de certains faits. On est encore en cours de débat. Comment vous voulez qu'on procède à une requalification? Je dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas opportun, encore une fois. Parce que si le tribunal prend une décision tout de suite de requalification, et c'est ce que le parquet veut, voilà, le tribunal se retire et voilà, examine cette question, requalifie les faits ou ne requalifie pas ces faits. Ça va poser problème. Parce que si le tribunal se retire pour dire, voilà, nous requalifions les faits qui étaient considérés comme crimes de droit commun en crimes contre l'humanité, on aurait déjà condamné nos clients avant l'heure. Nos clients auraient connu leur sort avant l'heure. Pourquoi le tribunal n'attendrait pas dans sa décision pour voir la position qu'il faut prendre en fonction des débats qui sont encore ouverts? On aurait jugé nos clients, c'est terminé. Mais pour l'heure, nous contestons. Nous disons qu'ils sont innocents. Le colonel Moussa Tchéboro Kamara est innocent. Aucune preuve n'a été apportée ici. Aucune preuve de sa responsabilité, en tout cas du point de vue pénal. Et qu'on dise tout de suite, voilà, c'est requalifié, mais c'est terminé, le procès est terminé. Je n'ai pas encore plaidé et je ne voudrais pas que le tribunal décide, que le tribunal tranche en répondant tout de suite à cette demande de requalification comme le voudrait le parquet.
En tout état de cause, Monsieur le Président, en ce qui concerne le colonel Moussa Tcheboro Camara, c'est en toute connaissance de cause que les juges d'instruction l'ont renvoyé devant ce tribunal pour être jugé des faits qualifiés de crimes de droit commun. Il n'a jamais été inculpé pour des faits qualifiés de crimes contre l'humanité. Et il n'a jamais été renvoyé devant ce tribunal pour ces faits. Je ne vois pas comment, à ce stade, on pourrait procéder à une réqualification. Je disais tout à l'heure, subsidiairement, qu'il y a des erreurs dans les réquisitions du ministère public. Le ministère public doit saisir l'occasion pour corriger ces erreurs-là. Il ressort des réquisitions du procureur que le colonel est accusé de meurtre, de complicité, de vol à main armée, de pillage, de complicité d'incendie de magasins, de conteneurs, ainsi de suite. Je crois que modestie en poche, on doit savoir lire l'ordonnance de renvoi entre les lignes. À partir de la page 40, on indique le renvoi. Mais tout ce qui précède, ce sont les inculpations. Les chefs d'inculpation ne sont pas à confondre avec les chefs d'accusation. Pour ce que je sache, le colonel Moussa Tcheboro Camara n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour des faits de vol à main, de complicité de vol à main armée. Non. C'est une erreur. Il n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour des faits qui sont qualifiés de complicité d'incendie de magasins ou de conteneurs. Non. Conformément à l'ordonnance de renvoi. Il ne faut pas qu'on vous induise en erreur. Il ressort des mêmes réquisitions que le colonel est sous mandat de dépôt depuis le 27 septembre 2022. Mais, Monsieur le Président, de quel mandat s'agit-il? De quel mandat s'agit-il? Ce mandat n'est pas au dossier, à moins que ce mandat ne soit fabriqué et inventé. Ce mandat n'est pas au dossier. Le colonel a été embarqué ici devant tout le monde en vertu d'un simple courrier. On nous a indiqué qu'il s'est constitué prisonnier. Comment aujourd'hui on peut nous parler de mandat qu'on n'a pas reçu? Nous avons protesté jusqu'à la maison centrale. Nous avons demandé aux régisseurs de ne pas les recevoir parce qu'il n'y a aucun acte de détention à leur égard. Mais voilà, aujourd'hui, on veut vous induire en erreur, on parle de mandat de dépôt. Je crois que cette erreur-là aussi doit être rectifiée. En tout état de cause, la preuve d'un mandat n'a pas été rapportée, Monsieur le Président. Nous avons également indiqué, là je ne reviendrai pas là-dessus, dans nos écritures, ça c'est contenu dans nos écritures, qu'il y a beaucoup de contre-vérités, là j'appelle contre-vérités, concernant les déclarations qui sont attribuées à M. Moussa Tcheboro Camara au cours des événements du 28 septembre 2009. Pour terminer, Monsieur le Président, j'attire encore une fois votre attention, comme vous l'avez fait dans votre jugement, avant de dire droit du numéro 18 du 10 octobre 2022, de considérer que cette question de requalification n'est pas opportune. Je vous remercie, Monsieur le Président. On va se limiter là aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 19 mars 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.